Caroline Yadon, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, députée depuis 2022 et actuellement candidate aux élections législatives. Quel était votre sentiment au soir du premier tour avec la montée des extrêmes en France ? Alors un sentiment de consternation, un sentiment sans doute de tristesse et une peur de voir ces extrêmes arriver au pouvoir. Une peur parce que c'est quelque chose que l'on constate depuis un certain nombre d'années, la montée des extrêmes, et puis parce que cela signifierait d'abord, au-delà même des valeurs véhiculées par ces extrêmes-là, et notamment l'extrême droite, ça signifierait un désastre économique pour la France. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, mon combat, d'abord comme militante associative, ensuite comme avocat, et puis maintenant comme députée depuis 2022, députée de Paris, eh bien, ça a été de me battre contre cette montée des extrêmes, de les combattre dans l'hémicycle et également dans les médias. Donc, je pense que nous sommes dans un moment crucial, historique, où l'ensemble des Français doit pouvoir se manifester pour refuser cette montée, et notamment que l'extrême droite ne prenne le pouvoir en France. Voilà, c'est aussi de la responsabilité de chacun, comme citoyen, de mettre un bulletin dans l'urne pour que ça n'arrive pas. Alors la question se pose un peu partout en Europe, mais également dans le monde. Est-ce que finalement Macron a eu raison d'organiser ces élections législatives anticipées ? Alors écoutez, ça nous est tombé dessus, comme chacun. On était devant notre télé et puis du jour au lendemain, on n'est plus député, on apprend cette dissolution. Je pense que c'était un gros risque, si vous voulez, mon sentiment personnel. Je pense que c'était assez violent, surtout avant les Jeux Olympiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, il y a les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si c'était le bon moment. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de dissolution et que peut-être qu'à un moment, il lui fallut dissoudre l'Assemblée. Je ne sais pas si c'était le bon timing, et en tous les cas, je pense que oui, ça constitue un risque qui peut en définitive abîmer la République. Et c'est ce qui nous effraie aussi. Et par extension, peut-être abîmer l'Europe si jamais on a un résultat avec des extrêmes qui sont qui obtiennent un haut score. Absolument, l'Europe. Nous avons eu à l'Assemblée nationale une commission d'enquête sur les liens entre le Rassemblement national et la Russie. Et il se trouve qu'il a été conclu, suite à cette enquête, que le RN était la courroie de transmission du Kremlin. Le Kremlin, c'est l'Iran, et ça peut être évidemment un facteur, alors non seulement d'ingérence étrangère au sein de nos institutions, au sein de notre Assemblée, mais aussi au sein de l'Europe, et vous l'avez dit, d'abord parce que la politique européenne du Rassemblement national viserait, le cas échéant, si ce n'est à sortir d'Europe, ou en tous les cas à ne pas respecter les traités fondamentaux, mais aussi à contribuer aux ingérences étrangères qu'on a vues déjà au Parlement européen, qui ont fait l'objet de mesures d'enquête judiciaire. Donc c'est évidemment un autre problème qui s'ajoute. Avec peut-être aussi de l'autre côté une montée des extrêmes. On parle aussi de l'extrême gauche ou de la gauche radicale, bien sûr, qui a aussi un programme assez contesté au niveau économique. Pour les avoir pratiqués à l'Assemblée juste à côté, je peux vous dire que cette violence verbale, cette outrance quotidienne contribue aussi à la montée de l'extrême droite. Plus il y a d'outrance, chaque outrance de l'extrême gauche met un bulletin dans l'urne à l'extrême droite. Il y a vraiment un vase communicant, et ce non-respect des institutions. On a vraiment le pendant, c'est-à-dire que d'un côté, on a un RN qui s'est respectabilisé, et on a appelé ça la stratégie de la cravate à l'Assemblée nationale. On a des gens polis, on a des gens bien élevés, on a des gens des députés qui sont parfaitement à même de discuter avec vous, etc. Et de l'autre côté de l'hémicycle, on a des personnes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de la bordélisation, du chaos et du non-respect des institutions. Et ça fait beaucoup de mal à la République. Donc une France sous tension, en réalité.
Ah bah, une France, on ne peut plus sous tension, une France aussi où il y a une explosion antisémite, il faut le dire, où l'antisémitisme n'a jamais été aussi haut depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, et quand il y a de l'antisémitisme dans un pays, c'est que le pays va mal. Donc moi, je suis effectivement inquiète, et c'est pour ça que à nouveau, je dis, il peut y avoir un sursaut. C'est après-demain, il reste 2 jours. Et même si on a des choses à reprocher à Emmanuel Macron, même si on n'adhère pas à l'ensemble du programme, même si on n'adhère pas à l'ensemble de la politique menée par Emmanuel Macron et par le Parti Renaissance et la majorité présidentielle, je pense qu'il est essentiel de faire bloc. Et ce bloc-là, c'est le bloc républicain. Et ensuite, on s'arrange. Ensuite, on fait des coalitions. On peut réfléchir à travailler avec les uns et les autres. Moi, durant ma mandature de député, j'ai travaillé avec des PS, j'ai travaillé avec des LR sur des textes consensuels, parce que c'est ça aussi le travail de député, c'est d'essayer de faire avancer les choses dans l'intérêt général. Alors, vous êtes donc candidate à la 8e circonscription des Français de l'étranger. C'est une circonscription qui comprend grosso modo la Méditerranée orientale, c'est-à-dire l'Italie, la Grèce, Malte, Chypre, Israël. La Turquie. La Turquie. Tout à fait. Et donc, déjà, bon... Vatican, le Saint-Marin. Exactement, Saint-Marin, les territoires palestiniens. Alors, puisqu'on parle de la Grèce et qu'on est à Athènes, qu'est-ce que la Grèce pour vous? C'est quoi la Grèce pour la France? Qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est déjà un très grand attachement. Un attachement historique, une aide qui est intervenue à différentes époques, la possibilité pour la Grèce aussi d'entrer dans l'Union européenne, de faire face à la crise terrible qu'elle a subie depuis 12 ans. Donc c'est des partenariats, c'est un véritable attachement, et c'est vraiment moi ce que je ressens et ce que je veux faire perdurer, notamment en favorisant les partenariats, en favorisant les coopérations dans différents domaines, même si ça existe déjà, mais la culture, l'économie, les entreprises, la recherche, l'écologie aussi. Nous avons des choses à nous apporter, la France et la Grèce, et je pense que c'est aussi une merveilleuse opportunité que d'avoir une députée qui regarde vers la Grèce, qui ne regarde pas simplement vers Israël, et qui sera évidemment la députée de tous les pays de sa circonscription. D'ailleurs, pour information, vous me dites si je me trompe, il y a 15 000 Français en Grèce. Il y a 15 000 Français en Grèce, donc il y a 15 000 Français qui résident en Grèce. Il y a 8 000 inscrits, donc à peu près la moitié d'inscrits. Qui vont voter, donc. Qui vont voter, tout à fait. Et ça peut être, on vote à distance, par Internet, et aussi il y a des bureaux de vote à Athènes. Tout à fait. Alors le vote électronique a été clôturé hier, donc le vote électronique n'a jamais été aussi fort que pour ces élections-là. Il y a vraiment une explosion de la participation, et ça c'est plutôt heureux. Et puis, il y a le vote à l'urne dimanche, comme vous l'avez dit, de toute la journée. Donc les personnes qui n'ont pas voté à distance vont pouvoir se déplacer pour voter au consulat, effectivement. Alors, quel député serez-vous? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une Caroline Yadan? Tout. Non. En fait, vous savez, moi, j'ai d'abord été, vous l'avez dit, dans ma première vie, j'ai d'abord été avocate. Et une avocate, ça se rend utile à l'autre. Ça répond aux problématiques, et ça essaie et en tout cas, ça tente de trouver des solutions. Et en l'espèce, lorsque je suis devenue députée, j'ai vécu ma députation comme j'avais vécu ma profession d'avocate. Donc cette fonction de députée, elle a pour objectif d'abord de faire évoluer la loi, évidemment, à l'Assemblée nationale, dans un intérêt général, mais aussi, bien sûr, d'être proche des gens, d'aller les voir, de discuter avec eux, d'essayer de comprendre leurs problématiques pour essayer de les résoudre au mieux, même sans obligation de résultat, mais en tous les cas, à la fois d'être à l'écoute et à la fois d'être porteur de solutions éventuelles à cela. Et lorsque j'ai été députée de Paris, j'avais mis en place des permanences mobiles, j'avais mis en place des cafés avec votre député. J'entends bien renouveler cela si je suis élue, avec également un numéro de permanence où on pourra joindre mes équipes en permanence, alors certains jours et certains horaires, puisqu'il y a, comme vous l'avez rappelé, il y a 9 pays, mais je veux pouvoir être joint, et je veux que les gens comprennent qu'à partir du moment
où je suis députée, je suis à leur écoute, en fait, je suis à leur service. C'est un peu ça aussi, la fonction de député. Je pense que c'est très important, Mais puisque bien vous dites, sûr. parce qu'en Grèce aussi, on en parle beaucoup. C'est-à-dire que il faut que les gens aient l'impression que leur député est là au quotidien. On a besoin de ce quotidien, Voilà. que les députés, que les politiciens comprennent ce que vivent les gens au Mais quotidien. oui, parce que vous savez, moi je viens de la société civile, donc je ne suis pas une femme politique, je n'avais pas de carrière politique en vue. On est venu me chercher lorsque j'ai été à En Marche en 2017, mais on m'a dit, est-ce que tu voudrais pas te présenter comme députée? Et puis là, ça a été exactement pareil pour la 8e circonscription, parce qu'on m'a dit, s'il y a une personne qui peut battre Meyer Habib, c'est toi. Et donc, ça a été, je suis à ma place aujourd'hui. Je suis à ma place et vraiment, cette volonté qui est la mienne de poursuivre le travail que je faisais précédemment dans la proximité avec les personnes qui viendront me voir, c'est aussi l'objectif que je me fixe. Alors, vous êtes également avocate. Alors, en Grèce, ces dernières années, on parle beaucoup des féminicides, gynécoktonies. On considère qu'il y a plus de 80 femmes qui sont mortes en Grèce sous les coups de leurs conjoints les 4 dernières années. C'est un sujet que vous connaissez bien parce que vous vous êtes battu pendant longtemps pour le droit des femmes et pour trouver des solutions adéquates pour lutter contre la violence conjugale. Alors comme c'est un sujet donc qui concerne la Grèce, qui concerne la France et qui concerne l'ensemble de l'Europe, quelles sont les meilleures solutions pour lutter contre ce fléau terrible? Alors merci de me poser cette question. C'est effectivement un de mes grands sujets de prédilection. Comme avocate, lorsque j'exerçais comme avocate, c'était une avocate en droit de la famille. Donc je me suis beaucoup occupée de la violence faite aux femmes et puis des dossiers, alors que ce soit de féminicide, mais surtout de violence conjugale, on va dire. Et quand je suis arrivée à l'Assemblée, il était hors de question que je mette ce sujet de côté. Et donc je me suis emparée de ça également d'un point de vue législatif. C'est moi qui étais responsable du texte qui a permis de favoriser ce qu'on appelle l'ordonnance de protection et donc de la rendre plus rapide, beaucoup plus rapide, et de la rendre plus longue dans le temps, c'est-à-dire la possibilité pour un juge qu'on saisit immédiatement de décider qu'il doit y avoir une séparation effective et que on doit protéger la femme. Alors parfois c'est l'homme, hein. Il y a aussi des violences commises contre les hommes, même si c'est quand même beaucoup moins important en termes de proportion. Et donc voilà, ce texte a été essentiel. Il y a aussi un autre texte que j'ai porté. Il y a la rapidité, donc il faut agir vite. Évidemment, il faut agir vite. Il faut aussi des campagnes de prévention. En France, il y a eu beaucoup de campagnes de prévention avec pour que le sentiment d'impunité des agresseurs, qu'ils soient sexuels, qu'ils soient psychologiques également, ou qu'ils soient physiques, eh bien que ce sentiment d'impunité cesse, ou à tout le moins qu'il soit beaucoup moins prégnant, et que aussi la nécessité de former les policiers qui reçoivent les plaintes des victimes. Moi, je me rappelle, je vais vous raconter une petite anecdote, je me rappelle que, alors c'est il y a 20 ans, donc je m'occupais d'un dossier avec une femme qui était battue par son conjoint, et elle m'appelle un jour et elle me dit « j'ai été massacrée ». Et elle m'envoie des photos et elle avait une attelle au bras, elle avait la jambe cassée, elle avait des bleus au visage. Et il se trouve que la personne qui l'avait agressée, c'était son mari, n'avait pas fait 1 minute de garde à vue. Et j'ai appelé à ce moment-là, ça se passait en Normandie, et j'ai appelé la gendarmerie. Et j'ai eu en ligne un gendarme qui m'a dit « mais maître, si il a fait ce qu'il a fait, c'est quand même qu'elle a bien dû le chercher quelque part. » Alors, c'était il y a 20 ans. Je pense que les mentalités ont beaucoup évolué depuis, mais ça existe encore. Et c'est pour ça que les victimes doivent se sentir soutenues. Vous savez qu'on a mis en point aussi en France les bracelets anti-rapprochement. Et puis les bracelets alertent aussi, avec un numéro qu'on doit pouvoir joindre 24 heures sur 24. Donc c'est à la fois de la formation, c'est à la fois de l'aide, c'est à la fois une campagne pour que ce sentiment d'impunité soit moindre. Et je pense qu'en tant que député, alors il y a un autre texte qui me vient, vous voyez, jusqu'à maintenant, il était possible pour un conjoint qui assassine
son autre conjoint, donc sa femme par exemple, de pouvoir bénéficier des avantages matrimoniaux que lui accorde le mariage. Et ça, c'était possible jusqu'à ce que je sois responsable d'une loi qui l'interdise. Donc, c'est aussi ce type d'avancée-là. Donc, il est évident que, comme députée, je continuerai ce combat qui est vraiment un combat chevillé au corps pour ce qui me concerne, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que la Grèce et la France ont aussi des choses à s'apporter avec des partenariats, avec des campagnes d'information. Parce que la Grèce suit beaucoup le modèle français. C'est pour ça que j'ai posé cette question en disant... On a ce fléau aujourd'hui en Grèce. Qu'est-ce qu'on fait? On est rapide, vous avez dit. Il y a la campagne de sensibilisation. Ça passe par des spots, ça passe par l'école, j'imagine, les enseignants. Bien sûr. C'est la base de notre société. Bien sûr, mais ça passe aussi par les élus consulaires. Vous savez, ce que j'ai appris, c'est que les élus consulaires avaient aussi un rôle à jouer lorsqu'on peut les appeler et ils peuvent prendre attache avec le commissariat Grèce. Et lorsque normalement un Français se rend dans un commissariat pour violence conjugale, alors les officiers de police ont normalement l'obligation ou doivent joindre l'ambassade pour que l'ambassade prenne en main le dossier et éventuellement organise des rapatriements, éventuellement se charge des enfants, etc. Donc l'ambassadrice que j'ai rencontrée, qui est une femme formidable, est très engagée aussi sur ces questions et il y a un lien direct entre les autorités grecques et les autorités françaises lorsqu'il s'agit de Français qui sont victimes. Donc sensibilisation, sécurité, peut-être des lois plus dures contre les agresseurs, une formation, c'est très important ce que vous avez dit, former. Est-ce qu'un policier aujourd'hui sait comment traiter ce genre de dossier? Exactement. Bien sûr, la formation le recueil de la plainte est essentiel. Si une victime se sent reconnue dans son statut de victime, ce sera déjà beaucoup. Et puis alors, me vient aussi un autre point. J'ai monté un groupe de travail à l'Assemblée nationale sur la justice restaurative. Alors, qu'est-ce que c'est la justice restaurative? Je suis très, très partisane de tout ce qui est mode de règlement amiable des différends. Dans mon cabinet d'avocat, alors qu'il y a 20 ans, il y avait 80% de contentieux, aujourd'hui, le contentieux ne représente que 20%. Et d'ailleurs, j'ai travaillé beaucoup avec le garde des Sceaux, avec le ministre de la Justice, sur la partie réglementaire de la réforme de la justice, sur la médiation notamment, et sur les chambres de règlement amiable qui permet d'abord d'envisager de l'amiable. Mais l'amiable, on se dit, ça n'est pas possible en cas de violence. C'est totalement incompréhensible. Sauf qu'il existe la justice restaurative. La justice restaurative a pour fonction de mettre en relation des auteurs de faits délictueux avec des victimes de ces mêmes faits délictueux, soit qui participent de la même affaire, du même dossier, soit des dossiers différents, pour aider à la prise de conscience, il s'agit de pénal, de droit pénal, soit pour aider à la prise de conscience de la gravité des faits par l'auteur des faits et pour permettre à la victime de se reconstruire. Donc une rencontre finalement entre victimes et j'incite les téléspectateurs et les auditeurs à aller voir un film qui en parle très très bien sur la justice restaurative. C'est un film français. Vous verrez toujours nos visages. Vous verrez toujours nos visages. C'est un film formidable et ça explique très très bien ce qu'est la justice restaurative. Et lorsqu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, j'étais en train justement de faire des propositions pour avancer dans la loi à ce sujet. Donc pas que punir, mais aussi accompagner. Oui, parce que le but, c'est que ça ne recommence pas. Le but, c'est que la victime se sente écoutée et puis se sentent accompagnés, se sentent écoutés, se sentent compris dans son statut de victime, reconnus comme victime et surtout arrivent à se reconstruire. Et si en face, on a des auteurs de faits qui comprennent la violence que leurs actes, dont parfois ils n'ont même pas conscience, que leurs actes a provoqué, alors déjà, ça permet une absence de récidive, ou en tout cas une baisse considérable de la récidive. La justice restaurative, elle est aussi faite pour ça. Elle est très développée, par exemple, comme des pays comme le Canada, au Québec, etc. Ils la pratiquent tout le temps. Donc un long travail, un travail difficile, mais finalement un travail essentiel pour la France, pour la Grèce, pour l'Europe, mais aussi pour le monde, parce que ce sont des sujets qui concernent l'ensemble des pays. Tout à fait. Caroline, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne merci chance. Pour cet échange. Merci, allez voter. Voilà, merci à vous. Merci.